Heu, Imaginez un instant hérité d'un immense domaine historique, un patrimoine majestueux reconnu dans le monde entier, C'est une belle image, oui. n'est-ce pas? Mais voilà, une partie de votre famille vous prend à part et vous alerte. Ils vous disent ce domaine est en faillite totale, il nous coûte un demi-milliard par an rien que pour payer les intérêts des emprunts, il faut tout restructurer d'urgence. Le tableau catastrophique, en somme. Exactement. Sauf que l'autre partie de la famille vous affirme, avec la même conviction, pas du tout. Nous avons contracté des prêts stratégiques qui ont permis de doubler la valeur totale du domaine. C'est une gestion totalement visionnaire. Ce qui crée une dissonance cognitive assez fascinante. Bienvenue dans la réalité complexe des élections municipales de Paris pour 2026. Aujourd'hui, notre mission pour notre audience, c'est de proposer une exploration approfondie de ce champ de bataille. Tout à fait. Une analyse purement pédagogique pour offrir à l'électorat parisien les clés pour aller décrypter les vraies mécaniques tactiques derrière les affiches électorales. Et c'est un exercice de décryptage absolument fondamental aujourd'hui. Oui, et sur quoi nous basons-nous pour cela? Eh bien, pour mener à bien cette analyse, nous nous appuyons sur une véritable montagne de sources. Des programmes officiels, des différents candidats, de très longues interviews télévisées, des documents de campagne, et surtout une analyse structurelle détaillée que nous avons compilée sous le nom de Z-Tactique électorale. Un document très riche d'ailleurs. Très riche, oui, mais avant de plonger dans les rouages, il est crucial de poser un principe de base. Cette exploration n'endosse aucune idéologie. Aucune. C'est important de le rappeler. Que nous décortiquions le bloc de gauche, la droite ou les postures des extrêmes, notre rôle n'est pas de distribuer des bons points. Nous exposons uniquement la structure logique des stratégies électorales et la réalité comptable présentée. Bon, décortiquons cela, car avant de comprendre comment un candidat compte gagner, il faut comprendre ce qu'il prétend devoir réparer ou protéger. La base de toute campagne, oui. Voilà. Les marges de manœuvre financières dictent ce qui est faisable. Donc, je reprends mon analogie de tout à l'heure. La dette de Paris, est-ce une hypothèque écrasante qui asphyxie un ménage au point de le ruiner, ou bien un prêt stratégique contracté par une entreprise pour faire fructifier son capital? Alors, si nous relions cela à la situation dans son ensemble, c'est très exactement la ligne de fracture conceptuelle qui divise tous les candidats. C'est-à-dire? Eh bien, nos sources révèlent deux visions diamétralement opposées. D'un côté, le bloc de droite et du centre dresse un tableau quasi clinique d'un effondrement imminent. Des figures comme Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel ou Sarah Knafo décrivent une ville au bord de la faillite. Avec des chiffres assez vertigineux, non? Absolument. Ils pointent une dette estimée entre 10 et 12 milliards d'euros. Rachida Dati utilise même une expression extrêmement forte. Elle parle d'un système de Ponzi immobilier. Un instant. Parlons de ce terme de système de Ponzi. C'est une accusation gravissime, non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est désigne normalement une escroquerie pyramidale. Comment une administration pourrait-elle orchestrer ça techniquement? Que vise-t-elle par là? C'est une excellente question de mécanique comptable. En fait, elle fait référence à une pratique très controversée de la majorité sortante qu'on appelle la capitalisation des loyers. D'accord, et comment ça fonctionne? Concrètement, la ville demande aux bailleurs sociaux, qui gèrent les logements publics, de lui verser des décennies de loyers par avance en un seul bloc. Des décennies? Ah oui, c'est massif. Oui, ce sont des sommes colossales. Et ces sommes, qui s'apparentent à de la dette, déguisée selon l'opposition, sont ensuite inscrites dans le budget de fonctionnement pour l'équilibrer artificiellement, année après année. Donc on consomme aujourd'hui les revenus des 30 prochaines années pour masquer un déficit? Exactement. Et pour la droite, c'est une fuite en avant qui justifierait la fameuse hausse historique de 52% de la taxe foncière. D'accord, le mécanisme est clair. Et on comprend pourquoi le bloc de droite exige un choc de gestion immédiat. Mais alors, face à ça, comment le bloc de gauche, qui a ce bilan, se défend-il? Eh bien, il ne voit manifestement pas la même hypothèque toxique. Pas du tout même. Ah bon? Pour des candidats comme Emmanuel Grégoire ou Sofia Chikirou, l'idée même d'un désastre financier est une pure fiction politique. Eux, ils s'inscrivent totalement dans la logique de l'entreprise qui investit. Donc mon autre analogie. C'est ça. Emmanuel Grégoire avance une donnée fondamentale. Cette dette, elle n'a pas servi à payer du fonctionnement éphémère, mais à acquérir des actifs tangibles. Selon lui, l'endettement a permis de doubler la valeur du patrimoine immobilier de la ville, Un patrimoine évalué à combien selon leurs chiffres? à près de 40 milliards d'euros.
Ah, donc une dette de 10 milliards face à un patrimoine de 40 milliards, c'est le ratio qui compte pour eux? C'est exactement l'argument. Et Sofia Chikirou l'appuie en rappelant un fait macroéconomique. Le ratio d'endettement de Paris représente environ 85% de son budget annuel. Ce qui peut paraître énorme pour un citoyen lambda. Oui, mais elle souligne que ce ratio est structurellement inférieur à celui d'autres métropoles mondiales. À titre de comparaison, New York évolue autour de 95% et Londres frôle les 200%. D'accord. Donc pour eux, ce n'est pas un fardeau, c'est l'outil indispensable pour financer l'adaptation climatique face à un État qui se désengage. C'est tout à fait la logique de la gauche. Très bien. Puisque le diagnostic de la droite exige de mettre fin à cette gestion, la question devient éminemment tactique. Comment remporter le pouvoir pour appliquer ce fameux choc d'entrée? Et c'est là que ça devient complexe. Voilà. Comment trois candidats de la droite et du centre, qui partagent la même volonté de stopper la dette, peuvent-ils avoir des définitions aussi contradictoires de ce qu'est un vote utile? C'est toute l'intelligence et la complexité de l'ingénierie électorale étudiée dans nos sources. Le débat à droite ne porte plus sur le constat, mais vraiment sur la mathématique de la victoire. Commençons par Rachida Dati. Alors, elle opte pour la tactique du blitzkrieg. La guerre est claire. Pour elle, le seul vote utile, c'est le vote utile absolu, dès le premier tour. On concentre les voix, on ne s'éparpille pas. Exactement. Elle demande à l'électorat d'ignorer les candidatures de témoignage, et elle refuse toute alliance d'appareil avec ce qu'elle nomme l'extrême droite. Le rouleau compresseur, en somme. Et côté finance, ce blitzkrieg donne quoi? Un coup d'arrêt brutal, une baisse immédiate de 3% des dépenses de fonctionnement chaque année, et surtout, l'arrêt net des préemptions immobilières. Attendez, arrêtons-nous là-dessus pour notre audience. Qu'est-ce qu'une préemption immobilière dans ce contexte parisien? La préemption, c'est le pouvoir légal qu'a la mairie de se substituer à un acheteur privé lors d'une transaction immobilière. Actuellement, la ville dépense environ 800 millions d'euros par an pour racheter des immeubles privés, souvent très chers, pour en faire des logements sociaux. Et Dati veut stopper ça net. Oui, elle dit qu'on arrête d'acheter au prix fort, on utilise cet argent pour rénover le parc existant et on coupe le robinet de la dette. Une vraie rupture. Mais alors, la candidate de Reconquête, Sarah Knafo, propose une mécanique tactique radicalement différente. Oui, Sarah Knafo déploie la tactique du bras de fer. Contrairement à la logique de rassemblement modéré, elle veut imposer l'union de la droite par la force brute des urnes. En forçant le destin au premier tour. Exactement. Sa théorie, c'est que la droite classique ne peut plus gagner seule à Paris. Elle demande donc de voter massivement pour elle au premier tour pour devenir incontournable. Le but est de contraindre Rachida Dati à accepter une fusion des listes au second tour. C'est d'une audace folle, ça frôle le chantage tactique. Et pour redresser les comptes, elle propose quoi? Nos sources parlent d'un plan colossal de 9,4 milliards d'euros d'économies. Des mécanismes chirurgicaux et très lourds. Elle promet par exemple de diviser par 2 le nombre de fonctionnaires de la ville, de passer de 55 000 agents à 28 000. Attendez, diviser par 2 les effectifs, c'est légalement possible ça, avec le statut de la fonction publique territoriale? Eh bien, techniquement, licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires titulaires est juridiquement presque impossible en France. Sauf restructuration extrême qui prendrait des années de grève paralysantes. Donc c'est irréaliste. C'est là toute la subtilité. L'objectif n'est pas d'avoir un tableur Excel applicable le lendemain, c'est un bélier politique pour signifier à son électorat qu'elle seule ose s'attaquer au statut intouchable de l'administration. D'accord. C'est un pur outil tactique. Tout à fait. Elle veut aussi supprimer les budgets liés à l'immigration, privatiser le logement social, et elle a même lancé un simulateur en ligne, combienjegagne.fr, pour promettre de diviser la taxe foncière par 2. Et le troisième homme dans tout ça, Pierre-Yves Bournazel, Hmm. il rejette ce rouleau compresseur et ce bélier, j'imagine. Exactement. Bournazel joue la tactique de la gagne au second tour, fondée sur l'acceptabilité. Pour lui, le vote utile du premier tour ne sert à rien s'il produit un candidat trop clivant pour réunir les centristes au second. Donc il se pose en rempart modéré. Oui, pour attirer les déçus du macronisme et les écologistes pragmatiques, en refusant toute alliance avec les extrêmes. Et ses finances, il parle d'économiser 4,2 milliards sans augmenter la fiscalité et sans coupe irréaliste dans le personnel. Son approche repose sur la privatisation ciblée et la cession d'actifs. Il propose de privatiser le nettoyage urbain pour casser les monopoles syndicaux et surtout la vente de 20 000 logements sociaux appartenant à la ville de Paris. Vendre 20 000 logements sociaux. Mais Paris en manque déjà cruellement. Pourquoi faire ça? La subtilité tactique ici, c'est que ces 20 000 logements appartiennent à Paris, mais sont situés en dehors de ses frontières, dans les départements voisins.
Ah, l'héritage historique des constructions en banlieue? C'est ça. Bournazel estime que Paris n'a pas à jouer les bailleurs en Seine-Saint-Denis. En vendant ce patrimoine, il compte dégager immédiatement des milliards de liquidités. C'est vraiment fascinant cette guerre des droites. Mais alors, du côté de la gauche, c'est là que ça devient vraiment intéressant. S'ils ont co-géré la ville, voté les mêmes budgets, comment justifient-ils des stratégies qui s'opposent aujourd'hui si frontalement? Ce qui est fascinant ici, c'est que la gauche est traversée par une fracture philosophique fondamentale sur la survie de son électorat face au choc démographique. Prenons Emmanuel Grégoire. C'est quoi sa tactique? La tactique du plancher de verre. Sa stratégie consiste à sécuriser à tout prix l'électorat modéré, les cadres de centre-gauche et les écologistes réformistes. Il assume une rupture totale avec la France insoumise. Le gestionnaire raisonnable, en somme. Exactement. Le rempart de la stabilité. D'accord, mais s'il refuse l'austérité de la droite et veut continuer à investir, comment il finance ça sans augmenter la taxe foncière? Sa mécanique repose sur la contrainte du marché privé. Il parie sur le fait que Paris est tellement attractive qu'on peut surtaxer certains usages sans faire fuir les capitaux. Surtaxer quoi, par exemple? Il propose d'interdire la création de nouveaux meublés touristiques, type Airbnb, de surtaxer massivement les résidences secondaires et de frapper financièrement les logements vacants. Le pari de l'élasticité fiscale. C'est très ciblé. Très. On ne touche pas au portefeuille des classes moyennes résidentes, on vise la spéculation et les multipropriétaires. Et à l'opposé complet, nous avons Sophia Chikirou. Nos documents parlent de la tactique du choc démographique. On ne rassure plus les modérés, là. Absolument pas. Elle part du postulat que l'électorat traditionnel de la gauche est trop effrité. Sa méthode, c'est de chercher un électorat invisible dans les radars, une mobilisation massive des abstentionnistes, des quartiers populaires de l'Est et surtout des 200 000 étudiants parisiens. Elle veut modifier l'ADN sociologique du scrutin. Mais pour les convaincre, elle ne va pas leur parler de taux d'intérêt, je suppose. Non. Elle propose une véritable rupture avec le système bancaire. Son mécanisme phare, c'est l'instauration d'un livret Paris Solidarité en s'appuyant sur le Crédit municipal de Paris. Attendez, le crédit municipal? L'ancien mont-de-piété où l'on dépose des objets en gage? Comment on finance une métropole avec ça? C'est une pirouette institutionnelle très astucieuse. Le Crédit municipal est une banque publique dont la ville est l'unique actionnaire. Elle propose de lancer un livret d'épargne citoyen, garanti par la ville, pour capter l'épargne des Parisiens et financer les hôpitaux ou les écoles. On court-circuite les marchés, en gros? Voilà. Et à cela s'ajoute une tactique de rapport de force institutionnel. Elle annonce vouloir cesser d'avancer les frais des aides sociales, comme le RSA, pour exiger que l'État les rembourse intégralement à la ville. Exiger que l'État rembourse intégralement? Mais comment on force l'État central? Si Paris coupe les vivres, c'est le bénéficiaire qui va trinquer, non? C'est toute la notion de choc de son programme. La tactique, c'est d'utiliser la mairie, non plus comme une administration locale, mais comme un bastion de résistance politique. On assume la crise institutionnelle pour faire plier le gouvernement. Eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie au final daigne? Nous avons exploré les mécaniques de ceux qui visent le fauteuil de maire. Mais la complexité d'une démocratie locale, c'est aussi les candidatures pour lesquelles gagner n'est pas le but premier. Cela soulève une question importante, analysée dans notre section sur le vote de positionnement. À quoi sert l'ingénierie tactique quand on sait qu'on ne sera pas maire? C'est un peu comme s'engager dans un marathon, non pas pour la médaille d'or, mais pour manifester contre les sponsors ou se qualifier pour une autre compétition. C'est une excellente métaphore. Prenez la stratégie de Thierry Mariani pour le camp patriote. Son objectif tactique, froidement calculé, est d'atteindre le seuil fatidique des 5% des suffrages. Et ce mécanisme légal des 5%, il sert à quoi précisément? À garantir mathématiquement l'élection de conseillers municipaux et obtenir un groupe officiel au Conseil de Paris. Pour le Rassemblement national, l'absence à Paris est une anomalie. Donc c'est un tremplin idéologique? Absolument. La tactique, c'est d'utiliser les bancs de la mairie comme caisse de résonance nationale en vue de l'élection présidentielle de 2027. Et à l'autre extrémité du spectre, l'extrême gauche, avec des candidates comme Blandine Chauvel ou Marielle Saulnier, là on observe un rejet total de l'institution municipale. C'est l'élection comme pur outil de lutte des classes. Leur innovation mécanique, c'est la composition des listes. Pas d'énarques, pas de politiciens, exclusivement des travailleurs de première ligne. Des infirmières, des éboueurs. Des étudiants aussi. La liste n'a pas de programme de gestion, la liste est le message politique. Mais concrètement, s'ils ont des élus, ils refusent de voter le budget. Ils ignorent l'endettement dont on parlait. Ils le revendiquent ouvertement, oui.
Ils refusent ce qu'ils appellent leur rôle de gestionnaire de la pénurie. Pour eux, la crise est dictée par l'économie de guerre d'un État capitaliste. Donc, aucune recherche de microéconomie locale. Aucune. Leur tactique est extra-parlementaire. Ils prônent la grève, le blocage des institutions et exhortent la population à aller chercher l'argent directement dans les profits du grand patronat. Le bulletin de vote n'est qu'une invitation à l'insurrection sociale. C'est une conception de l'action publique qui déborde largement du périphérique parisien. Ce qui nous amène au terme de cette exploration. Le but était de rendre limpide ce que les discours enveloppent parfois de mystère. Et c'est essentiel. L'électorat parisien ne va pas simplement voter pour la personnalité la plus télégénique. Non, il devra trancher entre des mécaniques complexes. Le blitzkrieg budgétaire, le bras de fer syndical, le pari fiscal ou l'épargne citoyenne. Chaque bulletin valide une philosophie précise de la gestion de la dette. Et c'est toute la valeur de la pédagogie politique. Comprendre le comment et le pourquoi d'une promesse, c'est ce qui permet à l'électorat de s'émanciper des simples slogans. Exactement. Et justement, cette immersion nous laisse avec une ultime réflexion pour notre audience, une pensée qui résonne au-delà de Paris. Si les élections locales deviennent de plus en plus des référendums sur des enjeux nationaux comme la dette souveraine ou la présidentielle de 2027, ne sommes-nous pas en train de perdre l'essence de la démocratie municipale? Cette élection n'était-elle pas censée être le niveau de décision le plus proche du quotidien et du trottoir des citoyens? C'est une question vertigineuse que chaque électeur devra sans doute se poser en isoloir. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous aujourd'hui.